Donc, pour poursuivre ces journées de l'UBSTI, pour démarrer les conférences, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Père. Je vais demander à Monsieur Père de bien vouloir venir installer son ordinateur. Voilà, allez-y. Donc, Monsieur Père, vous êtes professeur aux Arts et Métiers ParisTech, au centre de Cluny, et vous êtes l'initiateur du projet. Alors, excusez-moi pour la prononciation, Gunzo, voilà, dont l'un des aboutissements, il y a 3 ans, un aboutissement éblouissant, qui est le film Maio Ecclesia, sur la numérisation complète de l'abbaye de Cluny. Donc moi, j'ai été personnellement revoir la vidéo hier soir sur Maio Ecclesia. Vraiment, j'ai été vraiment époustouflé par le résultat. Donc, une présentation sur la réalité virtuelle, peut-être la réalité augmentée. Donc, 2 petites minutes juste pour enlever celui-là. Alors, vous avez travaillé en collaboration, vous nous raconterez un peu l'histoire, mais avec des archéologues, des historiens, des ingénieurs, évidemment, arts et métiers. Voilà. Voilà, très bien. Alors, vous allez disposer de 35 minutes de présentation, plus 5 minutes de questions. Évidemment, je vous demande de bien vouloir tenir le timing et de parler aussi proche du micro pour que tout le monde vous entende. On va faire un petit FNF8. J'y vais. Oui, allez-y. Ok, donc bonjour à tous. Donc je suis effectivement Christian Père. En 2 mots sur mon parcours. Donc je suis ingénieur arts et métiers de Cluny et j'ai travaillé 14 ans dans l'industrie, donc dans le domaine de l'architecture notamment, où j'ai travaillé donc sur des projets comme le Grand Stade de France et le Viaduc de Millau. Et puis j'ai travaillé aussi 7 ans chez Airbus, où j'étais responsable donc de la maquette numérique d'un programme avion. Alors, il faut juste que la technique ne me lâche pas aujourd'hui. Vous allez démarrer et puis on va démarrer sans image. Alors donc ouais, j'ai passé 7 ans chez Airbus à gérer la maquette numérique d'un programme avion qui s'appelle l'A400M, donc c'est pas la 380. Et donc ma spécialité effectivement c'est tout ce qui est numérique, donc maquette numérique, réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc voilà, Yvon avec son mot de passe magique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de maquette numérique, réalité virtuelle, réalité augmentée dans le domaine de l'architecture et du patrimoine. Donc j'ai prévu de vous parler de réalité virtuelle et réalité augmentée dans le monde de l'architecture et de la construction. Alors déjà, en 2 mots, qui on est. Donc on est l'Institut Image. On est basé à Chalon-sur-Saône et on est rattaché donc au centre de Cluny. Et donc, je vais vous parler de maquette numérique en architecture. Il y a un nouveau courant qui vient des États-Unis qui s'appelle le BIM, Building Information Modeling. Donc, c'est la maquette numérique en 3D, et puis je vais appuyer un petit peu là-dessus. Ensuite, je vais illustrer ça de projets. Donc, le fameux projet Gunzo. Après, si vous êtes curieux, vous me demanderez qui est Gunzo. Donc, le projet de restitution virtuelle de la grande église abbatiale de Cluny. Et puis, je vais vous parler des projets Cordoba et Callisto. Projet Callisto, c'est un projet donc, de recherche avec Bouygues Construction comme porteur. Donc l'Institut Image, on a une petite trentaine de personnes. Et comme l'a dit Laurent Champanet, donc on a effectivement des moyens techniques importants aux arts et métiers. Nous, on a un plateau technique. Sur ce plateau technique, donc, on a un cave, donc, qui est illustré par la petite image ici en bas à droite, qui est donc une salle d'immersion virtuelle. Je vous montrerai une petite vidéo. Et on a également donc, un simulateur de conduite monté sur un hexapode, qui est un partenariat avec Renault, avec le technocentre de Renault et l'équipe de simulation de Renault. Et donc nos missions, effectivement, c'est de la recherche. On encadre des doctorants sur les thématiques du numérique. Dans nos doctorants, on a quelques arts et métiers, mais pas suffisamment. Donc on se fournit
pas mal à l'étranger. C'est vrai que la recherche est beaucoup plus avancée à l'étranger. On a des filières de recrutement à l'international. Alors, notre thématique de recherche, on est typiquement sur la chaîne numérique. Donc, on va couvrir de la numérisation par scanner laser ou également ce qu'on appelle la photomodélisation, qui est une technologie qui évolue de plus en plus. Donc, on va générer de la 3D à partir de photos. On passe effectivement par la CAO et on va jusqu'à la réalité virtuelle et plus particulièrement ce qu'on appelle donc l'immersion virtuelle, où le propos est de pouvoir être immergé à l'échelle dans une maquette numérique, dans un modèle complètement virtualisé, donc en temps réel, avec effectivement la sensibilisation donc, des différents sens, le toucher si possible, la vue bien évidemment, l'ouïe. Donc voilà, on s'intéresse à tous ces concepts-là avec une boucle qui est censée être vertueuse, qui est de pouvoir simuler grâce à différentes versions de maquettes numériques, finalement, quel sera le meilleur produit pour l'usage qu'on veut bien lui prêter. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, dans le domaine de l'architecture, donc comme je vous l'ai dit, il y a un terme que vous connaissez peut-être, qui nous vient des États-Unis, qui est le BIM, donc Building Information Modeling ou Building Information Model. Et donc typiquement, c'est la maquette numérique en 3D pour le monde de l'architecture et de la construction. Alors, en 2 mots, je connais bien effectivement le monde industriel, notamment aéronautique. J'estime aujourd'hui que le monde du bâtiment a une bonne dizaine d'années de retard sur ces technologies du numérique et ce qu'on appelle communément l'ingénierie collaborative. Dans des entreprises comme Airbus, on est effectivement capable de gérer une maquette numérique d'un avion au niveau mondial, avec des concepts d'entreprise étendue, où n'importe quel concepteur est connecté sur une base de données et où on assemble cette maquette numérique avec la notion de fréquence de mise à jour, qui sont maintenant à l'échelle d'1 semaine, donc sur des bureaux d'études qui sont disséminés dans le monde entier. Donc tout ça, ça va arriver dans le monde de la construction. C'est relativement laborieux parce qu'effectivement, quand vous êtes chez Airbus, vous avez un grand compte, vous avez des sous-traitants, des fournisseurs, et tout le monde travaille, je dirais, selon la règle qui est imposée par le grand compte. Dans le monde de la construction, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en bout de chaîne, on a des artisans qui sont les acteurs finalement de ce travail de fabrication et de création. Donc tout ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais nous, on travaille effectivement sur ces concepts-là. Alors, les outils logiciels aujourd'hui, bon, vous connaissez, je présume, tous les logiciels de CAO, que ce soit SolidWorks, ProEngineer, CATIA. Dans le monde de la construction, donc de l'architecture, c'est Autodesk qui règne en maître, avec un logiciel qui s'appelle Revit, qui est le successeur d'AutoCAD. Et donc, on est en train de faire une véritable mutation, un changement de paradigme. On est en train de passer de la 2D à la 3D. Alors, vous allez me dire, on faisait de la 3D avant, effectivement, dans l'architecture. Oui, mais pour faire de très belles images de synthèse du projet, mais pas vraiment pour la conception. Donc, aujourd'hui, voilà, la mutation, c'est de faire travailler, effectivement, l'architecte, qui est le premier, je dirais, à mettre le coup de trait, le coup de crayon avec sa souris, sur le design de ce que sera le bâtiment. Tous les bureaux d'études, donc thermique, acoustique, calcul de structure, etc. Et puis forcément aussi les fournisseurs de matériel et encore une fois les entreprises du bâtiment en bout de chaîne. Donc petit exemple d'une maquette numérique, c'est la pièce qui est à côté de mon bureau dans l'abbaye de Cluny. Alors, au niveau des acteurs du BIM, à l'international, il y a un consortium qui s'appelle Building Smart, qui date déjà de 1994. Donc vous voyez, ça va faire presque 20 ans qu'on parle de BIM et de standards IFC dans le monde de l'architecture, mais tout ça met du temps, je dirais, à se mouvoir. Donc le format d'échange, c'est l'IFC, c'est basé sur la norme STEP, et donc c'est un format d'échange qui va permettre de faire une structure hiérarchique et sémantique de ce qu'est un bâtiment. Donc on retrouve là-dedans fenêtres, portes, et tous les systèmes du bâtiment structurés dans une base de données. Donc Autodesk Leader, je l'ai déjà dit,
Et en France, donc Mediaconstruct, qui est le pendant de Building Smart, mais en France, et le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui effectivement régit toutes les normes et s'intéresse depuis fort longtemps à ce standard qui est en train de se déployer tout doucement. Alors, je vais vous parler de projets très concrets. Donc, le fameux projet Gunzo, donc restitution de la grande église abbatiale de Cluny. Alors, en 2 mots, moi je suis bourguignon, hein, donc je connais bien cette abbaye depuis tout petit. Et quand j'étais effectivement étudiant à l'ENSAM de Cluny, donc au siècle dernier, j'ai souhaité effectivement très vite travailler sur ce projet-là quand je suis rentré à l'école. Et donc c'était un peu un rêve de grand adolescent, on va dire, de se dire on va la reconstruire virtuellement cette église. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir IBM parce qu'il y a plus de 20 ans, il fallait quand même avoir des gros moyens informatiques pour générer des images virtuelles, surtout d'un bâtiment comme celui-là, qui fait 187 mètres de longueur. Donc c'était la plus grande église du monde avant Saint-Pierre de Rome. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de cette église? Vous le voyez ici sur les 2 images, donc sur la gauche. Alors cette image, elle est 100% sans trucage, j'aime bien la montrer. Elle a été réalisée dans les années 80 par des étudiants des Beaux-Arts qui ont tendu des drapés sur les toitures et au sol pour montrer l'emprise de l'église dans le paysage clunisois. Donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Moins de 10% de l'édifice sur pied. 1789, les derniers moines partent. L'église est vendue par la ville à un marchand de biens qui en fait son business, qui en fait commerce. Alors je dis à mes étudiants, c'était le brico-dépôt du coin, et on venait acheter ces matériaux pour construire d'autres bâtiments. Les pierres ne sont pas allées très, très loin pour la majorité d'entre elles, puisque en 1806, Napoléon décide de construire des haras nationaux à Cluny. Et donc on voit ici les bâtiments des haras nationaux qui sont juste à côté, avec notamment la grande écurie qui est en plein milieu du cœur de l'église. Alors, le procédé qu'on a mis en place, et là, c'est là où je vais voir si mes vidéos passent. C'est moins sûr, mais on va tenter. Voilà. Ça a l'air de marcher. Donc, on a notamment numérisé... Alors, je ne sais pas ce qu'il me dit là. Voilà, on a numérisé donc l'ensemble des vestiges encore en place aujourd'hui. Donc, technologie de relevé laser, qui est effectivement de plus en plus mature aujourd'hui. Je vous rappelle le principe, hein, c'est un scanner laser qui peut avoir une portée jusqu'à 200 mètres. Bon, chez Leica, il y a des dispositifs qui vont encore beaucoup plus loin. Et donc à 200 mètres, on a une précision à peu près de l'ordre du centimètre. Donc on va faire plusieurs stations et on va reconstituer donc, un nuage de points 3D. Voilà, je pense que ça va planter là. Un nuage de points 3D, effectivement, du vestige aujourd'hui en place. Voilà, donc là on voit ici le nuage de points, notamment du clocher de l'eau bénite, qui est le morceau le plus important qui nous reste aujourd'hui sur place. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces données? On va les post-traiter. Donc c'est ce qu'on appelle dans le domaine industriel la rétroconception. On a fait finalement le même procédé. On a rétroconçu les vestiges avec le logiciel CATIA. Bon, c'est celui qu'on maîtrise le mieux à Cluny. Et donc on a, dans un premier temps, une maquette numérique précise au centimètre de ces vestiges tels qu'ils étaient donc, je dirais, à la fin du XVIIIe siècle et encore aujourd'hui. On a également numérisé un certain nombre de fragments lapidaires. Alors, on n'a pas numérisé l'ensemble des fragments qui se trouvent au musée de Cluny. Au musée de Cluny, vous avez plus de 15 000 à 20 000 morceaux de l'église. Donc, une petite partie de l'église en quitte, mais même si on recollait les bouts, je pense qu'on passerait de 8% à peut-être 9% maximum au niveau des vestiges. Donc, alors, si la vidéo veut bien, mais je pense qu'elle ne voudra pas, ça c'est ballot. Donc la vidéo est censée vous montrer donc, un relevé laser effectivement à partir d'un bras polyarticulé. Voilà, espérons que ça va passer. Voilà, donc ça ce sont les plus beaux morceaux. Ce sont les chapiteaux du rond-point. Donc ils sont des chapiteaux du XIe siècle
qui sont tombés de leur hauteur quand même. Hein. Donc ils étaient à 8 mètres de hauteur, ils sont tombés de leur hauteur. Ils sont aujourd'hui exposés dans l'ancien farinier de l'abbaye. Et on a numérisé donc, ces fragments avec, comme vous le voyez ici, un bras polyarticulé. Donc est un bras qui permet d'avoir effectivement, avec de la cinématique inverse, la position précise de la tête de relevé laser. Et donc ça nous permet effectivement d'avoir l'ensemble des moindres détails de cette sculpture. On a une précision micrométrique avec ces techniques-là. À quoi ça sert d'avoir le micromètre? Vous allez me dire, dans la sculpture, ça va servir à aller chercher le détail effectivement de l'ongle, du pied, de la sculpture sur effectivement les fragments. Alors, qu'est-ce qu'on obtient après tout ça? On obtient donc une maquette numérique en CATIA. Donc sur la partie jaune que vous avez ici à l'écran, donc ce sont l'ensemble des vestiges qui subsistent. Et pour toutes les parties manquantes, donc en gros plus de 90%, là, il faut être capable de réinventer et reconstruire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des archéologues, des historiens, pour échafauder effectivement des hypothèses plausibles de comment était l'ensemble de l'édifice à l'époque du Moyen-Âge. Donc normalement, c'est censé vous montrer des images, mais voilà. Enfin, aujourd'hui, ma présentation est ratée, mais enfin, j'essaie d'assumer quand même. Donc cette maquette, elle est en CATIA V5. Elle vous montre effectivement l'ensemble de l'église. On a beaucoup exploité d'autres édifices contemporains à Cluny 3, donc à cette église-là, puisque finalement, la grande église a fait des petits après sa construction donc au XIe siècle. Et donc heureusement, ces édifices-là nous sont parvenus. Vous aviez à l'époque jusqu'à plus de 1000 sites clunisiens répartis dans toute l'Europe entière. Donc vous avez des églises clunisiennes en Écosse, en Italie, en Espagne. Et donc à partir de là, on est capable effectivement de comprendre cet édifice. Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas la source ne passe plus. Vidéo pour... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouais, je vais peut-être aller chercher directement. Ça, c'est le vôtre. Vous pouvez le fermer. Ouais. Voilà, ouvrir la source directement, peut-être ouais. On arrivera à s'en sortir. Alors, juste vous montrer un petit extrait, effectivement, de ce film. Voilà. Voilà, là ça devrait passer. Donc je vais vous montrer un extrait du film qui s'appelle donc Maior Ecclesia. Maior Ecclesia en latin c'est la grande église. Donc c'est comme ça qu'elle est effectivement présentée dans les textes. Et donc ce film est issu de la maquette numérique de CATIA, convertie donc, dans un logiciel d'infographie qui s'appelle Maya. Dans Maya, donc, il y a effectivement un gros travail de texture, de matériaux, pour pouvoir effectivement montrer ce qu'était l'édifice, donc tel qu'il était avant sa destruction. Obscurité. Alors effectivement, c'est un film. Donc dans le film, vous avez une voix off qui vous présente le sanctuaire, comment était ce bâtiment. Soleil. Donc on arrive à des images qui sont presque photoréalistes aujourd'hui. La question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que l'église était comme ça? Je pense que l'étape d'après, c'est d'inventer la machine à remonter le temps. Évoque un monde de pour être beauté. capable d'aller au XVIIIe siècle et de le voir raffinement si comme ça et de prendre des photos. Détails. Voilà, d'emmener avec nous un appareil photo. Si haut, donc là, vous trouvez un chapiteau qu'on a scanné, sous les voûtes, qu'on a repositionné donc, au bon endroit finalement dans cette maquette numérique. Donc on va géolocaliser finalement ces fragments qui aujourd'hui se trouvent soit dans les réserves, soit exposés au musée. Donc quand vous avez des fragments qui sont exposés au musée, les gens ont du mal à comprendre où ils étaient spatialement. le chœur monastique. Voilà, le film dure une dizaine de minutes. Je vous invite à venir le voir à Cluny. Partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et une société qui s'appelle On Situ, dont l'un des gérants est ingénieur arts et métiers. On Situ est une société qui travaille en muséographie multimédia, et de chant. donc avec beaucoup de talent
Et donc aujourd'hui, c'est eux qui ont produit ce film. Voilà, je voudrais vous montrer aussi un petit exemple d'un dispositif qui a été donc inventé également chez nous, ce qu'on appelle une borne de réalité augmentée. Alors je rappelle très brièvement ce qu'est la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, le principe c'est de conjuguer à la fois le réel et le virtuel. Donc ce qu'on a voulu faire à Cluny, c'est installer des dispositifs sur le parcours de visite pour mieux faire comprendre comment était l'église, encore une fois, avant sa destruction. Donc on a installé 4 dispositifs de réalité augmentée qui sont sur le parcours de visite et qui vous montrent effectivement l'édifice au XVIIIe siècle, même au XVe siècle, hein, puisque la version de l'église que l'on a aujourd'hui est au XVe siècle. Donc pour faire court, c'est une machine à remonter le temps, voilà. C'est une fenêtre temporelle qui vous renvoie il y a 4 ou 5 siècles. Donc c'est un écran qui est durci, qui résiste aux intempéries, puisqu'on ne le démonte pas l'hiver, hein, il fonctionne 365 jours par an. Donc il y a un système qui va réchauffer l'écran quand il fait trop froid. Et il y a aussi du water cooling hein, pour le refroidir. Il y a une régie technique qui est à 50 mètres, avec également un calcul de la lumière en temps réel. Donc quand vous avez un nuage qui passe, la lumière est modifiée sur l'image virtuelle. Donc ces dispositifs inventés au labo, industrialisés maintenant par On-Situ. Et là où on reste très français et on est très mauvais, c'est que pour l'instant il n'y en a qu'à Cluny et potentiellement on peut aller en installer à Rome, en Grèce, quand la crise sera finie. Mais voilà, il y a un marché qui est effectivement très important. Voilà pour ça. Donc je reviens à ma petite présentation qui est là. C'est pas la mienne, ratée. Hop. C'est là. Voilà, c'est là. Alors, on a aussi donc, comme je vous l'ai dit, des salles d'immersion virtuelle qui nous permettent d'être immergés à l'échelle 1 dans des maquettes numériques. Alors, ces dispositifs, pour l'instant, sont encore relativement expérimentaux, mais existent aujourd'hui dans l'industrie. Hein, que si vous allez, par exemple, chez PSA ou chez Renault, vous pouvez être dans ces salles de façon à voir un prototype virtuel d'une voiture. Donc, vous avez des salles d'immersion virtuelle qu'on appelle des caves, qui sont des cubes. Donc, vous pouvez avoir le cube à 6 faces, où vous faites coulisser l'une des faces, vous fermez la face derrière vous, vous êtes dans un cube qui fait généralement à peu près 3 mètres d'arête, et vous êtes en gros dans la matrice, hein, vous êtes à l'échelle 1 dans la réalité virtuelle. Donc on est en relief, notre position est traquée par un système de capture de position, et donc ce qui fait que quand vous regardez sous une table, eh bien, vous voyez effectivement ce qui se passe sous la table. Donc nous on détourne cet engin-là effectivement des principes industriels pour être à l'échelle 1 dans la maquette virtuelle de la grande église abbatiale. Alors j'ai plein de vidéos, mais malheureusement c'est raté, tant pis, je reviendrai. Donc ça, voilà, c'était effectivement la présentation des dispositifs de réalité augmentée. On en a 4 sur le site. On en a un qui est installé en haut d'une tour à 40 mètres de hauteur et qui monte toute l'église en longitudinale. Et donc là, on a une caméra qui filme ce qui se passe en temps réel et on incruste l'église sur la vidéo. Voilà, alors on a fait aussi plein d'autres choses sur des systèmes mobiles. Si vous avez un iPhone ou un téléphone Android, c'est gratos, ça s'appelle Cluny Vision et ça vous montre effectivement tout un tas d'informations sur la grande église abbatiale, notamment des panoramiques interactifs. Donc vous êtes capable, quand vous êtes à Cluny in situ, de pouvoir, avec les gyroscopes, regarder ce qui se passe autour de vous et surtout voir l'église dans cet environnement. Alors ça marche aussi quand vous êtes à la maison, hein, on n'est pas obligé d'aller à Cluny, voilà, on peut tenter ça à la maison, mais c'est plus intéressant quand on est effectivement in situ. Alors la question qu'on me pose, effectivement, c'est qu'est-ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans? Je pense qu'à terme, ça sera le hologramme échelle 1, donc ça sera de l'immersion virtuelle monumentale, où voilà, on sera capable de positionner dans l'espace, je ne sais pas encore comment, hein, mais on y réfléchit,
pour effectivement comprendre cet édifice, sachant que le plus grand clocher fait 70 mètres de hauteur, le clocher central. Donc l'Univision, voilà, vous regarderez ça ce soir ou demain à la maison. Alors brièvement maintenant, ce qu'on fait au niveau de la réalité augmentée sur l'architecture, on a expérimenté dans le cadre d'une thèse de doctorat et d'un projet qui s'appelle Cordoba. La volonté de Cordoba, c'est de constituer un consortium sur la thématique de la rénovation. Aujourd'hui, l'enjeu du plan bâtiment Grenelle, c'est certes la construction de bâtiments plus performants, bâtiments à énergie positive notamment, mais c'est aussi de s'attaquer au chantier de la rénovation. On ne va pas raser tous les cœurs de ville anciens pour construire des tours complètement modernes. Donc l'idée, c'est d'apporter la maquette numérique sur le site, donc avec des dispositifs de type tablette, et de confronter finalement le réel et la maquette virtuelle du projet. Donc on a développé un outil, dans le cadre d'une thèse, on a fait tout un tas d'expérimentations. Donc avec cet outil, on est capable de prendre des cotes, on est capable de mesurer, donc avec le doigt, on va aller sélectionner tel ou tel point sur la maquette numérique et ça nous donne une information effectivement de mesure, de cotation sur l'objet. On est capable de visualiser l'état projeté. Donc on a réalisé une expérimentation dans l'abbaye sur le remplacement des fenêtres pour qu'on ait à terme une abbaye basse consommation. On a nos bureaux dans l'abbaye. Je peux vous dire que l'hiver, il faut avoir un bon pull pour résister au grand froid bourguignon. Alors on a aussi intégré dans ce système-là des simulations thermiques, également des relevés à partir de caméras thermiques qui nous permettent de voir où sont effectivement tout ce qui est dispersion thermique. Alors à Cluny, les grandes baies de l'abbaye datent du XVIIIe siècle, de la moitié du XVIIIe siècle. Mes étudiants me disent que le coca, pour qu'il soit au frais l'hiver, il faut le mettre juste à l'intérieur, au bord de la fenêtre. Comme ça, il est à peu près à 5-6 degrés. Voilà. Donc c'est la température du frigo. S'ils le mettent dehors, ça gèle. Bon, après, ils me disent que c'est du coca. Ça, je ne sais pas si ce n'est que du coca. Alors, on peut voir aussi donc, dans ce démonstrateur tous les attributs de la maquette numérique. Donc, cliquer un élément, avoir toute la fiche effectivement de ce qu'on appelle les métadonnées de cet objet. Donc, typiquement, si on clique sur le radiateur, il va nous donner sa marque, sa performance, etc., etc. Au niveau processus, donc, ce qu'on a mis en place, c'est un process à partir de Autodesk Revit, à partir de relevés laser également. On fait converger tout ça ensuite vers des outils de visualisation. Virtools étant un outil de visualisation de Dassault Systèmes, 3D VIA Studio également, et Unity, un outil qui est plutôt dédié aux jeux vidéo, mais qui se trouve être très performant. Alors on a mis en place une expérimentation, on voulait voir si ça avait de la pertinence d'apporter cette maquette numérique sur le site. Donc on a mis en place 3 ateliers avec des cobayes pour finalement comparer une méthode traditionnelle à partir de plans 2D, une méthode intermédiaire avec une maquette numérique 3D, mais pas sur le site. Et puis, dernière expérimentation, je suis sur le site avec ma tablette et avec ma maquette numérique. Est-ce que je comprends mieux le projet? Donc, les cobayes avaient des questions, à prendre des cotes, voilà, il y avait tout un tas de pièges. Et il s'avère que c'est encore l'ordinateur qui remporte pour l'instant parce que la souris, au niveau finalement périphérique d'interaction, ça reste quand même un super outil. Quand vous avez une tablette numérique, que vous la portez à bout de bras comme ça pendant une demi-heure, au bout d'un moment, vous n'avez qu'une envie, c'est de la descendre en dessous du cœur. Voilà, et pour terminer, je voudrais juste, si j'ai encore 3 minutes, 3, ok. Je voudrais vous montrer la vidéo donc, de ce projet qui s'appelle Callisto, c'est ma dernière planche. Il faut juste que je la retrouve dans mon bazar. Voilà, c'est celle-là. Donc le projet Callisto, c'est un projet donc, FUI, donc financé par l'intermédiaire des pôles de compétitivité. Et donc, pour ce projet-là, le porteur est Bouygues Construction. En partenaire, on a le Centre scientifique et technique du bâtiment, donc le CSTB. On a la Cité des sciences et de l'industrie. On a, nous, au niveau laboratoire de recherche, avec également un labo de l'école centrale. On a une entreprise qui s'appelle Immersion, qui réalise donc des salles de réalité virtuelle.
Et on a également une autre entreprise qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, qui travaille notamment sur le relevé laser. Donc le principe et le propos de ce projet, c'est de travailler sur la maquette numérique du bâtiment à l'échelle 1. On construit en ce moment une salle d'immersion virtuelle à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui sera ouverte au public en 2014 et qui aura donc 3 usages. Le premier, c'est pour un industriel comme Bouygues d'être à l'échelle 1 dans ses maquettes numériques, de faire venir le client et de l'immerger effectivement dans sa maquette, dans son projet. Donc là, on voit, alors cette vidéo a été faite en septembre 2010, on voit ici un opérateur maquette qui arrive pour travailler effectivement dans la salle. Ça fait un peu SF, mais bon, on n'est pas très loin finalement de ça. Donc cette salle, c'est un écran, une portion de sphère, avec une corde qui fait 10 mètres et qui permet de couvrir l'ensemble du champ visuel. Donc on est debout devant cette maquette et effectivement on a la perception de l'échelle 1. Le tapis, on a été en train d'y bosser, c'est pas facile d'avoir un tapis avec plusieurs directions sans se casser la figure, c'est pas forcément simple. Et l'objectif, c'est effectivement de se passer aussi de périphérique autant que faire se peut, donc de pouvoir, on va dire à la mode Kinect, d'aller piquer, d'aller sélectionner tel ou tel objet dans la scène virtuelle. D'aller chercher aussi tout un tas de simulations, donc simulation d'éclairage, simulation thermique, simulation acoustique, pour effectivement travailler sur ce que sera ce projet et expérimenter aussi les variantes d'un projet. C'est aussi l'énorme avantage du numérique, c'est qu'on peut comparer, par exemple, simple vitrage, double vitrage, triple vitrage, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de perception, de confort et de consommation aussi dans ce bâtiment. Donc ça fait très Minority Report, voilà, pour ceux qui ont vu Minority Report. Quand j'ai vu Minority Report, alors je ne sais plus quand il est sorti, il faut que je vérifie, je me suis dit ça, c'est pas avant 2040 ou 2050. Bon, on y est quoi, voilà. Donc ça va trop vite. Pourtant, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, mais je pense que ça va effectivement un petit peu trop vite. Voilà, je suis vraiment navré que ma présentation est complètement foirée. J'ai essayé de faire le maximum, c'est pas la mienne celle-là. Elle n'est pas foirée. Bravo. Sans filet, c'est pas la mienne non plus. Alors, non, votre présentation n'est pas ratée du tout, Monsieur Père. Et elle montre à quel point la maquette numérique est vraiment au cœur des projets de l'architecture, des projets d'architecture et de construction, et même évidemment au cœur du travail de tous les ingénieurs, notamment dans ces grandes entreprises. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de questions, donc je laisse la place aux questions sur cette présentation. Allez, hop, voilà. Alors Gunzo est un moine, hein, c'est lui. Vous l'avez à l'écran. Oui, vous avez parlé du toucher. Comment ça se passe? Alors effectivement, le toucher, quand on travaille dans la réalité virtuelle, on arrive très vite sur comment on va faire pour toucher. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc il y a des solutions qui commencent à arriver, ce qu'on appelle des systèmes haptiques, des systèmes à retour d'effort. Donc vous avez notamment des bras à retour d'effort. Il y a une société qui s'appelle Apsion, qui est un SMH du CEA, qui a développé effectivement des bras à retour d'effort qui vous permettent, à partir d'un bras polyarticulé avec de la cinématique inverse, vous prenez une poignée, on a quand même une poignée, ou ce qu'on appelle un probe, donc qui va être finalement une interface, un outil, on pourrait imaginer un tournevis, la poignée du tournevis, et puis quand vous vous déplacez, vous êtes en contact avec l'objet. Donc si on a ensuite ce qu'on appelle de la colocalisation, c'est-à-dire si votre regard est bien en phase avec la position, vous avez la sensation de visser, par exemple, une vis dans une maquette numérique d'un produit qui n'existe pas. Donc il y a ça, et il y a d'autres systèmes alors plus expérimentaux. Nous, on en a un à Chalon-sur-Saône, ce qu'on appelle le SPIDAR, donc l'araignée. Donc ça a été développé par des Japonais. Je vous décris brièvement. Vous avez un cube avec des tubes métalliques. À chaque point du cube, vous avez des petits câbles, des petits filins qui sont ramenés au centre de ce cube. Vous passez les doigts dans des bagues et donc les filins vont vous tirer sur les doigts de façon à sentir ce qui se passe.
Donc alors avec ça, on joue au basket virtuel avec un avatar. Voilà. Donc ça arrive. L'étape suivante, je pense que c'est Matrix, malheureusement. Donc c'est d'aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin au niveau du cerveau. On travaille avec des neurologues, des cogniticiens aussi. Il y a tout le problème éthique là-dedans. Et je pense que nous, ingénieurs, on a aussi des choses à dire sur l'éthique. Et il faut vraiment aussi qu'on arrive à s'auto-contrôler pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que sinon, demain, je pense que c'est Matrix. Et on sait très bien que nos nouvelles générations qui arrivent là, eux, ils sont nés avec Adibou et puis une souris dans la main droite ou la main gauche. Et ils sont plus naturellement justement ambidestres par rapport à nous. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi, et c'est quelqu'un qui est tombé dans le numérique tout petit qui vous le dit, il faut aussi qu'on arrive à tempérer un petit peu tout ça et continuer à le maîtriser, ce qui n'est effectivement pas simple, parce qu'à l'échelle de l'Internet aujourd'hui, quand il y a une idée qui germe dans la tête d'un chercheur n'importe où sur la planète, c'est démultiplié, c'est l'effet papillon, on n'imagine même pas. Donc voilà, donc on touche aujourd'hui du virtuel, même si ça reste exploratoire. Donc après, imaginez, chez Renault, ils ont plusieurs configurations de l'aménagement de l'habitacle intérieur et ils vont vous faire tester différents types de boîtes à gants, de levier de vitesse, d'ergonomie d'interface. Et on passe de l'un à l'autre et ils vous font vérifier quel est finalement celui qui vous sied le mieux, quoi. Merci. Une autre question? Je crois que Marc avait une question. Marc Desrumeaux. Voilà. Alors bonjour. Donc finalement dans ces développements technologiques, quels sont le champ des compétences qui est nécessaire pour pouvoir travailler dans ces métiers? Alors effectivement, ça c'est une bonne question. Bon, aujourd'hui, on a des formations qui arrivent à emmener, on va dire, nos ingénieurs jusqu'à la maîtrise de ces technologies. On a un master recherche, nous, donc à Chalon-sur-Saône, qui s'appelle maquette numérique et visualisation 3D. Quelles compétences il faut au départ? Il faut effectivement beaucoup de connaissances quand même néanmoins informatiques, technologiques. Et je pense que c'est là où nous, l'ENSAM, nous les arts et métiers, on a aussi un mot à dire parce qu'on est capable de connecter l'informatique avec de la mécatronique, de la mécanique, de l'hydraulique, de l'automatisme, etc. Donc on est effectivement sur des systèmes complexes qu'il faut être capable de maîtriser, ce que ne sont pas capables de faire les écoles d'informatique, sans dénigrer effectivement ce qui est capable de faire une école en informatique. Donc après, il faut effectivement beaucoup de curiosité et on essaie d'emmener certains étudiants jusqu'au niveau du doctorat, sur des thèmes de recherche effectivement très très pointus, où c'est là qu'on arrive vraiment à développer une expertise et à se détacher un petit peu de ce que peuvent faire les autres laboratoires. La compétition est rude au niveau mondial. C'est vrai que vous savez bien, quand il y a des Américains ou des Australiens qui ont des moyens dans les labos avec des fondations derrière qui financent massivement. Bon, nous, on a des moyens aussi, on a beaucoup de moyens, mais voilà, on se dit toujours comment fait-on pour lutter. Donc après, on essaye d'avoir des idées un peu innovantes, d'être en rupture, sachant que c'est jamais évident d'être en rupture, parce qu'être en rupture au niveau de la recherche, ça veut dire prendre des risques, quoi. Ça veut dire je m'engage. Est-ce que je vais me planter? Je tente quelque chose. Donc ça, c'est aussi le propre de l'ingénieur arts et métiers. Je pense qu'il y a un moment où on tente quelque chose. Vous savez les anecdotes sur l'ingénieur arts et métiers par rapport aux centraliens et aux polytechniciens. Voilà, je ne vous la refais pas. Mais nous, ça tient, quoi. Voilà. Après, pourquoi? C'est pas trop. Merci. Okay. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore vous applaudir pour votre présentation. Vous avez lancé un débat vous avez ouvert un petit débat sur l'enseignement de l'informatique. Oui, mais pourquoi faire? Et à quel dessin? On en reparlera demain.